On va parler à présent de cette ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon, Trump, Poutine, Europe. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère, comme l'a répété à plusieurs reprises hier Emmanuel Macron. Votre lecture de ce nouvel ordre ou ce nouveau désordre mondial juste après l'invitation de Stéphanie Despierres. Si on vous invite, Hubert Védrine, c'est parce que vous livrez un nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, en 500 pages, de A à Z, vous décryptez le désordre du monde. Pour vous, l'Europe est dans le brouillard encore plus intense depuis la guerre en Ukraine et depuis le retour de Donald Trump. Vous écrivez: la réélection de Trump est un ébranlement psychique pour le monde occidental, un moment sans précédent pour l'Europe contemporaine, car tout ce qui s'est fait pour l'Europe et en Europe depuis l'après-guerre avait été conçu ou parrainé par les États-Unis. Sur l'Ukraine, vous posez la question. Les Occidentaux ont-ils péché par imprudence en ne concluant pas d'accord de sécurité européen avec la Russie dans les années 90 ? Ou bien les Européens se sont-ils laissés aveugler par Poutine pour pouvoir acheter du gaz russe bon marché ou par naïveté pacifiste? Vous ne tranchez pas. Sur la ligne américaine, selon vous, rien n'est sûr pour la suite car Trump n'est pas un idéologue et en dehors de son principe de base America First, il est transactionnel. Une logique qui le pousse à écarter Zelensky de toute négociation. Ces derniers jours, ces déclarations au vitriol ont plongé l'Europe dans la stupeur. Ce dictateur sans élection, Zelensky devrait se dépêcher, sinon il ne va pas lui rester de pays. Donald Trump a proposé un deal à Vladimir Poutine. Mais est-ce un accord ou une soumission? Selon certains experts, le moment illustre surtout l'incapacité de Trump à négocier, car il aurait en fait tout cédé au maître du Kremlin. Hubert Védrine, vous allez nous donner votre analyse. Alors, avant d'en venir à Donald Trump, est-ce que vous dites qu'on a changé d'air, comme Emmanuel Macron? Oui. C'est d'abord, dictionnaire amoureux, c'est un terme contestable. C'est le nom de la collection. Oui, bien sûr. Subjectif, on va dire. Mais sur plusieurs plans. Parce que depuis des dizaines d'années, pour beaucoup de gens, les milieux économiques mondiaux, les milieux progressistes, les milieux diplomatiques, l'Amérique était la référence. Même si les gens étaient anti-américains sur tel ou tel point. Là, il y a un choc énorme dans ces trois milieux. Parce que c'est de Rome que vient l'Antéchrist, en quelque sorte. C'est comme dans Star Wars, vous voyez, c'est Palpatine, chef des Sith. Donc il y a un choc énorme qui n'est pas le même selon les milieux. Mais donc on a changé d'air, mais pas que sur le plan diplomatique. Il faut oublier l'Amérique du XXe siècle. Tout ce qui va de Wilson à Biden. On est au 19e. Oui. 19e. C'est quoi, l'impérialisme? Non, c'est l'unilatéralisme, le rapport de force, éventuellement l'impérialisme régional, une vision Amérique du Nord élargie, continentale, et puis aucune précaution, aucun surmoi, aucun usage, comme on le voit quand il insulte, de façon totalement débile, Zelensky. La loi de la force. Mais il y a tout un espèce de truc que les gentils Européens, on en parlait tout à l'heure, les bisounours, c'est fini par prendre pour la vérité, la religion contemporaine. Oui, oui. Bon, est-ce que vous pourriez parler de renversement d'alliance? Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Non. Il y a un doute sur l'alliance principale, qui est celle de l'alliance transatlantique, qui a permis de parler d'Occident. Mais on ne peut plus parler d'Occident, là. Ce n'est plus les mêmes valeurs. Ah non, c'est fini. On va à Munich et défendre d'autres valeurs, qui sont le contraire de ce que les Européens considéraient comme perpétuelles. Mais est-ce que l'Europe a perdu son allié? Est-ce que les États-Unis ne sont plus nos alliés? Est-ce qu'on peut le dire, ça? C'est un protecteur. C'est les Européens qui avaient demandé aux États-Unis, après la guerre, de les protéger. On n'est pas des vrais alliés. Nous, on était protégés, eux, protecteurs. Oui, on connaît votre lecture de la réelle politique. Donc, on a perdu notre protecteur. La politique, c'est l'effet historique, c'est tout. Mais pour autant, est-ce qu'ils deviennent nos adversaires, voire nos ennemis? Alors, c'est différent. En termes économiques, oui. Parce qu'il fait passer l'intérêt américain déjà avant, mais c'était dissimulé sous tout un espèce de discours sur la communauté internationale, la mondialisation, blablabla, etc. Donc, c'est sans masque. Encore une fois, il n'y a aucun surmoi, on pourrait dire aucune éducation, aucun surmoi, donc comme ça. Donc il faut se préparer à ça. Il faut dépasser la sidération. Il faut très vite se dire dans tel ou tel domaine, la guerre commerciale, la régulation, la transition écologique, etc., l'Ukraine, le Proche-Orient, qu'est-ce qu'on fait? Le on étant variable. Dans certains cas, c'est l'Union européenne, si c'est le commerce, ou alors les Européens, si c'est la défense, ou alors les gens du monde entier, si c'est l'écologie. Vous voyez,
Alors, donc, tout ça en quelques jours. On va commencer par l'Ukraine. D'abord, vous vous rendez compte. Hubert Védrine, oui, c'est sûr. Il y a une forme d'électrochoc. Il faut se réveiller et vite et agir et répondre. Qui peut réveiller, qui peut nous achever ou nous réveiller. C'est à ce point-là. On va voir. On est sur cet abîme-là. C'est le destin qui est en jeu. L'Europe n'a jamais où on tombe, où on se relève. L'Europe n'a jamais été une puissance en tant que telle. Hein. Depuis la guerre, elle n'a jamais été importante dans aucune négociation. Mais c'est peut-être le moment, là. Allez, peut-être. L'Ukraine. Comment vous comprenez que Trump reprenne quasiment mot pour mot la rhétorique de Poutine? L'Ukraine est l'agresseur, Zelensky dictateur sans élection. Beaucoup pensent, et je voudrais vous entendre là-dessus, est-ce qu'il est sous influence de Poutine? Non, c'est trop simplé, ça, comme explication. Il y a quand même des éléments. Non, il y a toujours... Il a été sauvé de la faillite par un oligarque russe. Il a des liens avec la mafia, même les dans le temps, dans les années 80. C'est une fausse piste, ça. Il n'est pas tenu par de toute façon, il est élu. Moscou. Il est élu président des États-Unis. Avec les grands électeurs, le vote populaire, il contrôle tout. Comment vous comprenez alors cette lecture qui est très proche de celle de Poutine sur Zelensky? Depuis très longtemps, il dit ça, en fait. Alors, il rejoint... Disons, les vieux réalistes d'autrefois, Kissinger, Brzezinski, qui considèrent que les États-Unis ont fait une faute gigantesque après la fin de l'URSS, en n'organisant pas un statut de neutralité pour l'Ukraine, hein, avec un statut spécial pour la Crimée, plus un accord de sécurité global, non pas par amour de la Russie, mais pour contrôler. Ça, c'était le reproche de Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer. Est-ce que c'est le vôtre toujours aussi? Sur l'époque, pas sur aujourd'hui. Donner des garanties de sécurité plutôt à la Russie? Non, pas des garanties, c'est le rapport de force. Oui. L'équilibre des forces. Donc je pense qu'il y a une occasion manquée, mais on ne peut pas le prouver. Donc dans la période récente, il n'y a pas d'autre solution que de bloquer Poutine et de faire en sorte qu'il ne puisse jamais recommencer. Donc la vraie question dans l'immédiat, en dehors de nos commentaires historiques, là, Trump va imposer le cessez-le-feu. On ne peut pas l'empêcher, quels que soient les cris d'orfraie. Aux conditions de Poutine? Parce que pour l'instant, il a tout lâché. Il va imposer un cessez-le-feu. Vous n'êtes pas négociatrice. Non, ça c'est sûr. Ça ne change rien une fois que vous avez dit ça. La situation est la même. Il va imposer un cessez-le-feu. Par contre, ce qu'on aura décidé, nous, on a parlé avec l'Allemagne, mais c'est vrai de la Pologne, l'Angleterre, est-ce qu'on accepte d'envoyer des troupes quelque part comme garantie? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une garantie de la garantie? Avec les Américains, j'ai compris. La question va se poser aux 5 ou 6 pays qui ont des armées en Europe. Juste une question sur ses talents de négociateur. Parce que franchement, vous trouvez, lui, il a écrit l'art du deal, il se dit qu'il est en train de faire toujours des transactions. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon négociateur, franchement, quand on a vu ce qu'il a fait sur la Corée du Nord, quand on voit ce qu'il dit sur Gaza? Est-ce que vous le trouvez compétent pour négocier? Mais ça ne change rien, ce qu'on dit sur lui, il s'en fiche. Oui, mais votre regard là-dessus? C'est trop tôt pour juger. C'est vrai, la Corée du Nord, il a essayé, ça n'a pas marché. Bon, le Proche-Orient, tout le monde a essayé, ça n'a jamais marché. Tout le monde est sur le même plan, en fait, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que ça va marcher? Ça dépend uniquement du fait de savoir, en plus du gel du conflit en Ukraine, est-ce qu'il arrive en plus à menacer Poutine de quelque chose? Mais de quoi pourrait-il le menacer? Menacer d'une attaque beaucoup plus forte, ou des sanctions pires, ou des actions contre l'armée russe, etc., etc. Bon. Mais s'il ne menace pas Poutine en plus, ça veut dire qu'il ne peut pas dissuader la Chine. Donc le seul argument, indépendamment de nos lamentations dont il n'a rien à faire, en fait, c'est de savoir est-ce que dans sa tête, à lui, il ne va pas se dire mon problème numéro 1, c'est la Chine. C'est le cas depuis Obama, hein, pour toute l'Amérique. Il faut que j'arrive à convaincre les Chinois que je suis capable de dissuader Poutine dans la suite. Ça peut entrer dans la cervelle de Trump. Peut-être. Bon, alors en attendant, voilà ce que va dire Emmanuel Macron lundi. Il faut défendre Zelensky, par ailleurs. Il est hyper courageux, c'est quand même absolument lamentable la façon dont il est attaqué, il faut le défendre, mais il n'empêche que même quand on le défend, Trump est toujours président. Hein. Écoutez ce que va dire lundi Emmanuel Macron à Donald Trump à la Maison-Blanche. Je vais lui dire, au fond, tu ne peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée. Il peut se faire entendre lundi? Je ne suis pas convaincu par le deuxième argument, mais le premier, c'est très bien. Alors, espérons qu'il va réussir à ébranler le fonctionnement de Trump. C'est habile de le dire à l'avance d'un point de vue diplomatique? On verra. Bon, et sur Gaza? En tout cas, c'est ça qu'il faut dire à Trump. Si tu n'arrives pas à dissuader Poutine de recommencer, puis d'autres, parce que Poutine n'est pas seul, hein, tous les Russes pensent ça. Navalny pensait la même chose, hein, Solzhenitsyn aussi. Donc il faut dissuader la Russie d'avenir.
Donc si on n'arrive pas à la dissuader, la Chine va se dire les menaces de Trump. J'ai bien compris. C'est un très bon argument, ça. La Chine avant tout. L'obsession des États-Unis. Sur Gaza, quelle est votre lecture? Là encore, la volonté de Donald Trump de vider l'enclave palestinienne. On a cru au début à un rétropédalage, après la porte-parole, et puis non, finalement, il a maintenu cette volonté. On pourrait dire que c'est monstrueux sur le plan du droit international, des droits humains, de ceci, cela. C'est un nettoyage ethnique, hein, en fait. Comme faisait d'ailleurs aux États-Unis avec les Indiens, certains présidents américains que Trump admire. Bon, mais l'élément clé, je ne veux pas ajouter des lamentations inutiles, c'est que Trump veut aussi remettre l'Arabie dans les accords d'Abraham. Les Saoudiens, ils se fichent des Palestiniens. À Israël. Mais c'est quand même dangereux. De normalisation. Donc elle est normalisée, ce que leur souhait, parce qu'Israël, c'est l'avenir, la technologie, etc. Sans rien obtenir pour les Palestiniens, c'est très, très dangereux pour l'Arabie. Donc il y a une contradiction à l'intérieur de l'approche Trump. Mais il ne suffit pas de dire qu'elle est totalement ubuesque. Il est quand même président, il a des moyens. Et comme les processus de paix n'ont jamais marché, des gens vont dire, après tout, au point où on en est, pourquoi ne pas essayer? Mais on ne peut pas essayer sa politique sans déstabiliser l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le système de Trump? On va le voir. Ce ne serait pas la première. Dernière question. Vous qui avez été ministre des Affaires étrangères, vous savez très bien à quel point les opinions sont déterminantes. Dans les démocraties modernes. Dans les démocraties comme la nôtre en France, est-ce qu'il est temps de préparer les esprits, comme commence à le faire le chef de l'État, d'une guerre possible en Europe? C'est ce qu'a laissé entendre François Bayrou, ou en tout cas d'efforts à consentir en échange d'une Europe de la défense et d'une montée en gamme de notre stratégie, de notre défense. Il n'y aura jamais d'Europe de la défense autonome. Les Européens n'en veulent pas. On peut travailler sur le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Éventuellement, mais ce n'est pas la guerre, ça. Votre question sur la guerre, ce n'est pas la guerre non plus, parce que ce dont il est question, c'est un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, avec des garanties européennes. On est sur l'Ukraine, mais sur l'Ukraine. On nous dit tous que la Russie menace l'Europe et qu'elle ne va pas s'arrêter là. Non, ce n'est pas démontré, ça, c'est un autre débat. Vous ne croyez pas? Une heure. Il aurait attaqué il y a 2 ou 3 ans, si vous l'attaquez l'OTAN. Il n'aurait pas attendu que l'OTAN soit hyper réorganisé, réarmé, etc. Mais je ne peux pas le démontrer, donc il n'empêche qu'il faut un système le plus dissuasif possible pour après. Donc ça nous ramène non pas à la guerre, mais est-ce qu'on sera prêt à envoyer des troupes? Nous, les Polonais, les Allemands ont dit non, d'ailleurs, vous voyez, les Anglais, les Italiens, etc. Avec une forme d'unité nationale qui pourrait préparer les opinions? Il faut le soutien des opinions dans chaque pays. Et l'opinion ou les parlements vont dire, mais quelles sont les garanties? Qu'est-ce qu'on fait si on est attaqué? Je ne dis pas qu'il faut dire non. Je veux dire qu'il faut se préparer à ce débat. Et c'est là où on va voir revenir. Regardez l'Anglais qui a dit « Moi, je suis prêt à envoyer des troupes ». Keir Starmer, le Premier ministre. Le lendemain, il dit « Bien sûr, il faut une garantie américaine ». Laquelle? Donc, ils vont en parler avec Trump. Donc, s'il n'y a pas une sorte de garantie américaine, même s'ils ont dit qu'il n'y aura pas de troupes au sol, il y aura des garanties d'une autre nature, aérienne, je ne sais pas quoi. Il pourrait demander les terres rares en échange de ces garanties. Ça, c'est le chantage par rapport à l'Ukraine. Mais par rapport à la décision des pays européens de s'engager quand même au sol pour le cessez-le-feu, c'est pas joué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va dépendre si Macron, Sterner et les autres arrivent à extorquer quelque chose à Trump quand même. Donc, on a encore peut-être les moyens d'être entendus. On va s'arrêter là. On va voir. Sur cette note d'optimisme. On va voir. Merci. Je parle beaucoup d'histoire dans le livre. Hein. Absolument. Alexandre le Grand, vous m'avez rien dit sur lui. C'est vrai, mais là, l'actu est tellement chargée. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Lisez donc ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique. C'est la collection que vous connaissez sans doute chez Plon, édition augmentée, rééditée avec l'élection de Donald Trump. Et c'est passionnant.